crois pas que la plus grosse puissance du monde de l'argent, c'est d'avoir changé la définition des mots? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un langage réel, pardon, mais dans un abus de langage permanent, où une chose qu'on appelle un terme, en fait, en est une autre, comme la culture ou la démocratie. Ouais. C'est une vieille affaire, ça. Bon, ça fait longtemps qu'on se fait enfumer par les mots. Hein. Mirabeau disait déjà que l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles. Donc on sait depuis longtemps, les rhéteurs savent un avion de chasse. Les Athéniens déjà avaient des rhéteurs, ils avaient déjà des beaux parleurs capables d'embobiner les gens avec des mots. Donc c'est une vieille affaire. Mais ça devient progressivement une science exacte. Les totalitarismes, notamment ceux observés par Orwell et décrits dans 1984 avec la novlangue, qui inverse le sens des mots, qui ment tout le temps, qui inverse le sens des mots et qui retire du vocabulaire un à un tous les mots qui serviraient à résister à Big Brother. Précieux bouquin, 1984, il faut lire ça. Moi j'avais lu ça à 18 ans. J'avais rien compris, je trouvais que c'était un bon bouquin de science-fiction. J'avais rien compris. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être que j'en ai compris plus que ce dont j'ai l'impression aujourd'hui. Mais je l'ai relu récemment, enfin bon, il y a quelques années là, et on a vraiment un mode opératoire qui sert encore. Dire que Orwell observait l'univers soviétique. Et les nazis ou les totalitarismes divers ont suivi le même chemin. Et aujourd'hui, ça continue. L'effort sur la langue, il est de plus en plus technologique, technique, scientifique, précis et très efficace. Très efficace. Donc, le moyen de résister à ça, c'est l'éducation populaire, hein, c'est d'en parler entre nous. Il ne faut pas laisser nos élus décider de ça. Nos élus ont un intérêt personnel majeur à ce qu'ils soient les seuls à maîtriser la novlangue. Mais entre nous, on pourrait très bien se passer le mot, se passer les codes pour décrypter la novlangue. Alors, Franck Lepage donc, a des ateliers de désintoxication du langage, absolument passionnant. Et je me souviens, j'étais à une conférence de Franck au printemps. Et dans cette conférence, il nous interpellait en nous demandant quels étaient les mots qu'on avait repérés comme des mots mensongers. On en avait trouvé plein. Et puis il cherchait une technique pour nous défendre. Et je suggérais cette idée, il faudrait que je la défende, il faudrait que j'écrive un truc là-dessus. Je suggérais cette idée que nous pourrions, pour montrer que nous avons compris que c'était des pièges, nous pourrions baliser à l'écrit les mots par des guillemets à l'envers. Par exemple, le mot projet, qui est vraiment Franck décrit bien ce que le mot projet est apparu, c'est pas qu'il a disparu, c'est le mot hiérarchie qui a disparu des manuels de management. C'est Schiapello et Boltanski dans le Nouvel Esprit du Capitalisme, un gros bouquin mais qui analyse les manuels de management depuis quelques dizaines d'années. Et il y a 30 ou 40 ans, les manuels de management, le mot clé qui revenait tout le temps, c'était hiérarchie. Et aujourd'hui, dans les manuels de management, ils en étudient des centaines. C'est statistique leur étude là. En plus, l'étude de sens, c'est statistique d'abord. Et le mot hiérarchie a totalement disparu de tous les manuels de management. On n'existe plus. Et par contre, ce qui a remplacé le mot qui est tout le temps, partout dans les manuels de management, c'est projet. Et Franck étudie bien et Boltanski étudie bien ce qu'il y a de positif dans ce mot qui fait qu'on peut pas s'en débarrasser, on peut pas le condamner, on a du mal à diaboliser le mot projet. C'est positif un projet. Et en fait, quand on l'étudie bien, ce mot, il nous
il nous jette les uns contre les autres, il nous dévalue dès que le projet est fini, il permet de nous évaluer comme... et en fait, il prépare à nous numériser, il prépare à nous évaluer au sens gestionnaire du terme. Et il y a toute une série de critiques à faire sur ce mot qui est tout à fait intéressant. Et donc, si on a repéré le mot projet comme un mot de la novlangue, on pourrait prendre comme convention que quand on écrit entre nous, dans nos papiers, dans nos articles, dans nos pamphlets, à chaque fois qu'il y a un mot dangereux, un mot inversé, comme le mot démocratie, au lieu de le mettre entre guillemets, on le met entre guillemets inversé, entre chevrons, qui pointe un mot dangereux, un mot avec, ce serait comme un gyrophare qui dirait attention, mot piégé. On peut faire ça, hein, il faudrait se passer le mot et que l'idée plaise aux gens. Quand on voit qu'il y a un mot piégé, on le met entre chevrons à l'envers. J'avais eu cette idée-là quand on avait eu cette conférence, mais bon, il faudrait la défendre un peu mieux, il faudrait donner des exemples. Quel est pour toi le mot-clé qui pourrait être dynamité pour en extraire vraiment sa substance? Démocratie. Démocratie, on se les fait voler. Suffrage universel aussi. Suffrage universel, on se les fait voler. On appelle suffrage universel aujourd'hui la désignation parmi le choix, le faux choix, parmi des gens que nous n'avons pas choisis, de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place. Qui vont tout décider. Et je n'exagère pas, c'est la vérité toute nue. Hein. Je n'exagère pas. Je pourrais utiliser des mots plus violents, plus insultants. Non, là je dis techniquement, ce qu'on appelle aujourd'hui suffrage universel est le faux choix parmi des gens que nous n'avons pas choisis, qui ont été choisis par les partis, c'est-à-dire pas par nous. Et donc on choisit entre Caribe et Scylla, on choisit entre la peste et le choléra. Donc c'est le faux choix de maîtres politiques, je ne parle pas de représentants, ce sont des maîtres qui décident tout à notre place entre deux élections, sans que nous puissions les révoquer, sans que nous puissions nous opposer à une loi qui nous impose et que nous trouvons injuste, sans que nous puissions leur imposer une loi que nous trouvons nécessaire et dont eux ne veulent pas. Le mot suffrage universel est, au sens strict, dévoyé, trompé, déformé, trahi. Le suffrage universel, le seul à mon sens, hein, le seul suffrage universel que j'accepte, c'est l'assemblée du village de la commune, taille de la cité grecque, hein, 10, 20, 30 000 personnes, pas plus, et une assemblée, un grand théâtre, un grand théâtre avec des gradins, ils vont ceux qui veulent, et loi par loi, nous votons directement nos lois. Les lois, on décide de nos sorts, on décide de nos affaires directement. C'est ça le suffrage universel. Nous décidons chacun, point par point, et on ne se bat pas bloc par bloc, non, idée par idée, projet par projet, loi par loi, nous décidons. Voilà le suffrage universel. Et réduire le suffrage universel au faux choix de maîtres politiques, c'est vraiment une escroquerie, quoi. C'est vraiment du foutage de gueule. Et on marche, hein, puisque nous défendons le suffrage universel comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté et de la civilisation. C'est une blague, hein. C'est notre faute. Hein. C'est pas leur faute. Ils nous ont bien eu, mais c'est nous qui défendons le truc. C'est nous tous qui défendons le suffrage universel en disant ce qui est important dans la démocratie, c'est l'élection. Quand tu dis ils nous ont c'est les élus. C'est les élus. Oh bah ça vient de 1789. Hein. 1789, la mise en place du gouvernement représentatif, qui n'était pas du tout une démocratie. Ils savaient bien que ce n'était pas une démocratie. Hein. Sieyès en France, Madison aux États-Unis et les autres savaient très bien qu'ils ne mettaient pas en place une démocratie. Ils ne voulaient pas une démocratie. Ils voulaient ne pas instituer une démocratie. Ils tenaient à ce que ça ne soit pas ça. C'était des aristocrates. Et là, on est gentil quand on dit ça, parce qu'aristocrates, c'est les meilleurs. Ils voulaient surtout une oligarchie, quoi. Hein. Et ils savaient bien qu'ils allaient être élus. Sieyès, c'est un élu. Hein. Madison aussi, c'est un élu. Donc ce sont des élus qui ont institué le régime de l'élection et qui très vite ont laissé appeler ce régime la démocratie. Ça ne s'appelait pas du tout démocratie au début. C'était même un mot péjoratif, démocratie, en 1789. Péjoratif, c'était une insulte. Un démocrate, c'était pas bien, c'était mal vu. C'est petit à petit, début du 19e, que ça s'est transformé. On s'est mis à appeler le gouvernement représentatif démocratie, et en même temps, c'est devenu un mot positif.
Mais ce sont des élus qui ont laissé faire ça. Parce qu'ils voyaient bien l'intérêt. Et c'était déjà la novlangue. Parce que quand vous appelez à mon avis, les élus sentent bien que le peuple a conscience de lui-même. Quand on dit le peuple, on se sent dedans, nous tous. Et par l'étymologie, même sans avoir une grande culture politique, par la simple étymologie, le mot démocratie, il a une force révolutionnaire en lui. Et les gens aspirent, les gens partout dans le monde, aspirent au démos kratos. C'est nous, on voudrait décider nous-mêmes de notre sort. Et les élus, à mon avis, les élus ils le savent bien. Et les élus savent bien aussi que le gouvernement représentatif, ce n'est pas la démocratie. Donc les élus ont vraiment un intérêt, je ne suis pas sûr que ce soit conscient, parce que c'est possible que ce soit inconscient, hein, je ne sais pas du tout, que ce soit un complot ou pas, je m'en fous complètement, mais c'est égal ça. Mais les élus laissent faire, ils laissent appeler démocratie le régime qui leur donne à eux élus tout le pouvoir politique. Ça les arrange bien, puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Ils sont candidats, un jour ou l'autre ils vont l'avoir, tous les hommes de parti sont comme ça. Et donc le mot démocratie, on se l'est fait voler. Pas dès l'origine, puisque je vous dis, il ne l'appelait pas démocratie au début, mais très vite, début du 19e, avant même que Tocqueville écrive de la démocratie en Amérique, en parlant d'un régime qui n'était pas la démocratie, dès avant, c'était 25-35, les deux tomes de, je crois, 25, je crois, 1825-1935, de la démocratie en Amérique. Et je crois que déjà avant, on avait des traces de l'utilisation du mot démocratie. Il y a Rosan Vallon qui a écrit un bon article là-dessus. Il a écrit un article en 93 sur cette transformation d'un régime qui n'est pas la démocratie en démocratie, en essayant de comprendre à quel moment et pourquoi ça s'est passé. Important le travail d'historien de Rosan Vallon. Rosan Vallon n'est pas un révolutionnaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ses conclusions et dans ses propositions, je trouve ça très décevant. Parce que dans son travail d'historien, pour nous expliquer comment les humains résistent aux abus de pouvoir, c'est vachement important ce que fait Rosan Vallon. Rosan Vallon nous explique depuis Athènes, point par point, tout ce que les humains font pour résister aux abus de pouvoir. C'est vachement intéressant, c'est une mine à idées pour résister. Rosan Vallon, c'est intéressant. Dans ses conclusions, c'est pas lui qui fera les projets d'alternatives, mais parce qu'il est trop, comment dire, conservateur. C'est pas un révolutionnaire. Mais c'est un travail d'historien précieux pour nous. Donc la novlangue, oui, on s'est fait piquer quelques mots importants. Le mot démocratie, le mot suffrage universel, ouais.